Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la 3e édition de mes voyages fantomatiques. Et aujourd'hui je vous emmène en Pennsylvanie, on va à la rencontre de Penhurst Asylum. Comme d'habitude, on commence par le petit point historique. Alors il faut savoir que l'asile de Penhurst déjà se trouve en Pennsylvanie à environ 2 heures de Philadelphie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il a été construit au début du XXe siècle, il a ouvert ses portes en 1908. Penhurst Asylum, c'est un immense asile, tellement immense qu'il a été considéré comme une ville. Il avait sa propre station de gare, il avait pompiers, commerce, tout ce qu'il fallait en fait pour être autonome. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Penhurst était complètement isolé dans la campagne de Pennsylvanie. Et il y avait une raison à ça, une raison qui est pas très jolie, puisqu'en effet, il était prévu à l'époque de concevoir des villes absolument parfaites, avec des gens parfaits. Et à l'époque, ce qu'on imaginait comme gens parfaits, c'était des gens qui n'étaient normaux, qui n'étaient ni drogués, ni alcooliques, ni imbéciles, comme on pouvait dire à l'époque. Donc l'idée, c'était que toutes ces personnes-là qui pouvaient déranger la société soient isolées quelque part. Et ce quelque part, c'était Penhurst. Donc, même si on dit que c'est l'asile de Penhurst, sa première fonction n'a pas du tout été de soigner des patients, mais de les isoler et de les cacher à la face du monde. Donc à son ouverture, et pendant quelques années, on a pu trouver dans le registre des personnes définies comme SDF, drogués, alcooliques, imbéciles, idiotes, etc., etc. Et parfois même, il n'y avait pas de raison. Parfois même, il y avait des parents qui abandonnaient leurs enfants, juste parce qu'ils pouvaient plus s'en occuper. Je vous rappelle quand même que c'est un asile et pas du tout un orphelinat, donc techniquement, en fait, ces bébés, ces enfants n'avaient rien à faire là, et du coup, Penhurst a dû développer une école. Mais la bonne réputation de Penhurst n'a pas du tout duré. En fait, très rapidement, on a commencé à entendre des rumeurs, alors c'était autour des années 30-40, des rumeurs de mauvais traitements auprès des patients qui venaient du personnel soignant, voire des médecins, des agressions, des viols, des choses assez dark. Et il a commencé à avoir une rumeur concernant un tunnel. Alors ce tunnel existe vraiment, il a été fermé pendant très longtemps, mais il est possible désormais d'aller le visiter. Et en fait, dans ce tunnel, il se dit que des personnes disparaissaient et ne revenaient jamais. On a parlé d'expérimentation, on a parlé d'un médecin qui faisait de drôles d'expérimentations et qui ensuite probablement tuait ses patients. On n'en sait pas vraiment plus, on l'a jamais su. Et de toute façon, ce qui s'est passé dans cet asile est absolument affreux. Est-ce que tout ce que je suis en train de vous raconter ne vous dit rien? En fait, si vous regardez American Horror Story, la saison 2, Asylum, a complètement été inspirée de l'histoire de Penhurst. Mais avec toutes ces rumeurs, au final, toutes ces histoires ont fini par remonter au niveau des villes. Et il y a un reporter, un jour, qui s'est dit qu'il voulait complètement infiltrer l'asile, et il est venu, en 1968. Il a fait un reportage affreux. Je vous laisse regarder un petit peu les images derrière moi, mais en fait, je pense que même lui, quand il est venu filmer l'asile, les bâtiments, parce que en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que malgré ce qui se passait, qui était absolument catastrophique, on lui a donné accès à absolument tout. Alors peut-être qu'à l'époque, les reporters avaient un pouvoir exceptionnel, mais il a pu tout filmer. Et il a constaté des choses affreuses, des enfants à l'abandon, amaigris qui n'étaient pas nourris, des enfants sales qui vivaient vraiment dans leur déjection, des enfants très malades qui se balançaient, et je vous dis enfants, mais c'était aussi des adultes, bref, quelque chose de catastrophique. En fait, quand ce reportage est sorti, ça a tout de suite fait la une de tous les journaux, en disant que c'était la honte de la Pennsylvanie, la honte de l'Amérique. Mais contre toute attente, l'asile n'a pas fermé, c'est-à-dire que, enfin, le monde découvrait le vrai visage de cet asile, et il n'a pas fermé. Il est resté ouvert. Il a fallu attendre 1974 pour qu'il y ait un premier procès. Ce procès s'appelle Alderman contre Penhurst. Il a duré 3 ans. À la base, c'est parti donc de parents qui avaient laissé leur jeune fille à Penhurst parce qu'elle était malade mentale. Ils ont vu le reportage, ils ont été plutôt inquiets, et plus tard, en fait, ils ont découvert sur son corps, et assez régulièrement, qu'elle avait des ecchymoses. Ils ont essayé de demander des explications qu'ils n'ont jamais eues, ils ont fini par les attaquer. Le procès a duré 3 ans, mais ils ont gagné. Et l'asile n'a toujours pas fermé. Et c'est malheureusement en 83 qu'il y a eu un nouveau procès. Un procès qui s'attaquait à 8 infirmiers et un médecin
qui était abusif et qui frappait en permanence les handicapés mentaux. Donc même moi, ce fait me met des frissons partout dans le dos parce que je trouve ça... J'ai pas de mots en fait pour parler de cette horreur. Mais ce procès, enfin, a permis de fermer Penhurst, cette horrible institution, et ça a fermé en 1984. Donc vous voyez, on est quand même sur une histoire assez récente, on parle quand même d'un bâtiment où il s'est passé des horreurs encore il y a une trentaine d'années. Et après ça, en fait, personne, mais absolument personne ne voulait entendre parler de Penhurst. C'est juste que quand ça a fermé, on a à peine vidé les bâtiments et on s'est dit, il faut absolument oublier ce qui s'est passé, oublier cette histoire. Les archives ont été plus ou moins détruites d'ailleurs. Et donc en 2010, il y a un Américain qui trouve dans le journal une annonce assez étonnante d'un immense terrain de vraiment plusieurs milliers d'hectares, un tarif dérisoire. Je vous dis un tarif dérisoire, c'était genre 10 000 $. Il se dit, waouh, c'est fou en fait, je vais aller voir et puis je pense que je vais l'acheter. Il y va. Et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre Penhurst en fait. C'était pas du tout dit dans l'annonce, mais il y avait tout l'asile, tous les bâtiments, avec encore dedans tout le mobilier. Et il se retrouve face à ça, il se dit, mais c'est fou en fait, je vais racheter ça pour une poignée de dollars, quoi. Vraiment 10 000 $, c'est rien du tout. Donc il l'a acheté. Au début, quand il l'a acheté, il savait pas vraiment ce qu'il allait en faire, il a bien réfléchi à certaines choses, et puis en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait une atmosphère étrange, il s'est rendu compte aussi que l'histoire, en fait, dans les murs, avait certainement une mémoire, et il a décidé de ne rien faire, en fait. Il y a vraiment une volonté de laisser Penhurst dans son état, dans son jus. Il a juste rénové 1 ou 2 bâtiments pour que les gens puissent y entrer, pour que ce soit safe, mais sinon, il y a beaucoup de bâtiments qui sont fermés, en fait, et qu'on peut admirer de l'extérieur. En fait, il y a un esprit assez urbex qui est assez incroyable. Quand on va à Penhurst, on s'en prend plein la vue, quoi. C'est un truc de fou. Et en fait, très rapidement aussi, il a décidé d'en faire, alors ce que les Américains disent, une attraction hantée. Alors c'est pas du tout une attraction, c'est simplement un lieu, en fait, qui n'a jamais été rénové et où tout tourne clairement autour du paranormal. C'est-à-dire qu'il y a que des enquêtes, des enquêteurs, des ghost hunts qui sont proposés, etc., etc. Donc aujourd'hui, la fonction de Penhurst est toujours celle-ci, c'est-à-dire qu'on peut venir y faire des ghost hunts, des enquêtes, etc. Et moi, Penhurst, justement, c'est un lieu où j'ai eu la chance de pouvoir y aller 3 fois dans ma vie. Alors, je l'ai vu sous toutes les coutures, mais c'est un lieu tellement fascinant, en fait, qu'on s'en lasse peu. Son histoire est tragique, enfin moi, elle me touche beaucoup, voire beaucoup trop. Mais juste être au cœur de Penhurst, c'est juste complètement fou. Donc en fait, quand je vous dis 3 fois, il y a 2 fois où j'y suis allée sur un Nick Groff Tour et une fois où j'ai moi-même fini par privatiser le lieu pour y faire une enquête privée. Donc les 2 fois où je suis allée sur les Nick Groff Tour, en fait, j'ai été invitée par les managers parce que je les connaissais depuis Scarfest et que c'était plus ou moins des amis. Donc les managers du Nick Groff Tour, en fait, ce sont des événements Ghost Hunt avec Nick Groff, tout simplement. Et à l'époque, c'était donc les managers de Scarfest, et ils sont devenus maintenant, ils travaillent plus du tout pour Scarfest, ils bossent uniquement pour Nick Groff. Première année, j'y vais donc sans ma caméra, c'est pour ça que vous allez avoir seulement mes photos. Mais je vais vous raconter très brièvement parce que comme j'y suis allée l'année d'après et qu'il s'est passé à peu près la même chose, je vais surtout me concentrer sur la 2e année. Là, je vais juste vous dire que c'était donc la première fois déjà que je découvrais Penhurst et c'était juste complètement fou. C'est-à-dire que je l'avais vu en photo, mais je m'attendais pas à ça. Il y a un truc complètement dingue concernant Penhurst et qui arrive à chaque fois, c'est qu'au niveau de Penhurst, en fait, il y a un souci avec l'électromagnétisme qui dérègle tout. Et en fait, quand on y va par GPS, parce que maintenant tout le monde se déplace en GPS, le GPS ne trouve pas Penhurst. Et Penhurst est complètement immense. Hein. Je vous jure que c'est un truc de dingue. Et toutes les fois où j'y suis allée, toutes les fois, on s'est perdu. C'est fou. Et quand on se perd à ce niveau-là, en fait, il y a un truc qui rend complètement dingue parce qu'on sait pas où on se retrouve à des endroits complètement étranges et c'est hyper angoissant. Et enfin, donc cette première fois, à savoir que j'étais dans la voiture de John Tenney, donc c'était hyper cool, déjà on avait une super discussion tout le long. On arrive à Penhurst et je vois ça et je... Mais c'est quoi ce truc? Et donc je fais le tour, alors surtout de l'extérieur parce que je vous dis il y a beaucoup de bâtiments, on peut pas rentrer. En attendant le Ghost Hunt et je suis juste fascinée. Enfin moi je suis photographe amateur et là ce genre de bâtiment qui fait vraiment urbex c'est juste splendide quoi. Mais déjà je ressentais l'atmosphère, c'était hyper inquiétant. Je me disais mon Dieu on va enquêter ces bâtiments mais c'est waouh ok.
C'est la première fois aussi que je rencontre Nick Groff, comme vous pouvez voir, j'étais trop contente parce que Nick Groff, en fait, c'est toujours un gars qui m'a envoyé des ondes positives, et j'étais contente d'enfin le rencontrer parce que de toutes les personnes que j'avais rencontrées depuis le début où j'allais aux États-Unis, j'avais jamais eu cette chance avec lui, et là je l'ai rencontré, je me suis rendu compte que c'était juste un amour, quoi, trop adorable le mec. Et enfin, il y a eu le Ghost Hunt. Alors, comme beaucoup de Ghost Hunt aux États-Unis, il y avait beaucoup de monde, et ce sera pareil exactement pour la deuxième année. Il y avait environ, je pense, 100 personnes. Voilà, c'est quand même pas mal pour un Ghost Hunt, avec 4 ateliers et des groupes donc de 25 personnes, ce qui est beaucoup quand même. Je vais pas vous décrire les ateliers parce que comme je vous dis, c'est plus ou moins passé la même chose la deuxième année. Par contre, je vais juste vous parler d'un phénomène fou qui s'est passé. Deux, en fait. Alors, premier phénomène qui n'est pas un phénomène paranormal, mais en fait juste un truc, une vision qui était complètement folle. En fait, je me souviens quand on est parti vers le premier atelier, la nuit était en train de tomber. Donc déjà, on avait droit à un superbe coucher de soleil sur ce paysage qui était triste à pleurer, mais qui donnait une ambiance complètement folle. Et à ce moment-là, vu que la nuit était en train de tomber, il y a commencé à avoir des lucioles qui sont remontées du sol et qui étaient absolument partout. Et je vous jure, en fait, j'étais tellement bouche bée devant cette vision, devant ce que j'étais en train de voir qui était magnifique, que j'en ai même pas pris une photo ou une vidéo. J'étais bouche bée devant ça. Et en plus, j'avais jamais vu de lucioles de ma vie. Et là, il y en avait des milliers partout, et c'était juste, j'étais là. Qu'est-ce que c'est que cette vision féerique, glauque? Enfin, on savait pas. Et du coup, ma soirée a commencé comme ça. Donc déjà, c'était hyper exceptionnel. Et en fait, ce Ghost Hunt, précisément, je n'ai pas pu le finir parce qu'il s'est passé un truc à un moment. En fait, à un moment, je me retrouve dans un endroit sur lequel je reviendrai plus tard. Et quand je suis arrivée dans cet endroit, en fait, j'ai commencé à me sentir mal, mais vous savez, comme un début de malaise, qui serait absolument normal, une sorte de malaise vagal. Je commençais à avoir le bourdonnement dans les oreilles, vraiment les sueurs froides, la tête qui tourne. Et là, il faut savoir qu'on s'était enfoncé dans un endroit très loin, qu'on était dans le noir en atelier, et j'avais tellement pas envie d'attirer l'attention sur moi, et surtout, je ne voulais pas remonter seule à la surface pour sortir. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit, assis-toi dans un coin, et ça va revenir, enfin, ça peut arriver à tout le monde d'avoir des malaises, il suffit de mettre un peu la tête entre ses jambes, et puis après, au bout de 5-10 minutes, en général, ça revient un peu. Donc je me dis ça, et je m'assois dans un coin. En fait, ce malaise, il était très très fort, donc je mets vraiment la tête entre mes jambes comme ça. Et là, en fait, j'ai zéro explication, j'ai jamais cherché à en avoir de toute façon. C'est le blackout, mais je m'en rends même pas compte en fait, c'est le blackout. Je m'en rends compte seulement quand je suis réveillée en train de marcher dans le couloir au moment de sortir. Et je me réveille en train de marcher en fait. Et c'était juste inquiétant, je vais vous dire, beaucoup plus pour ma santé mentale, une fois de plus, ça m'a fait un petit peu comme le Stanley, c'est-à-dire que je me suis inquiétée vraiment de ma santé physique et mentale. Et je suis sortie, ça m'a pris quelques minutes avant que vraiment ce malaise passe, parce que j'étais encore vraiment pas bien en fait à ce moment-là. Et j'ai décidé, pour mon bien-être, de ne pas continuer le Ghost Hunt. Et j'en ai surtout parlé à personne, parce que je ne comprenais tellement pas ce qui venait de se passer, que j'étais incapable d'en parler. Donc j'en ai même pas parlé à mes amis, quoi. Je suis restée dans le déni total, et avec ce truc en tête qui tournait, où j'essayais de comprendre ce qui s'était passé, je savais pas. Bon, un petit peu comme le Stanley, de toute façon, le reste de mon séjour s'est très bien passé, j'ai pas eu d'autres malaises. Pour moi, honnêtement, c'est vraiment un malaise que j'ai eu sur le coup. Ce jour-là, il faisait très chaud. Voilà, il suffit de peu de choses, hein. Des fois, la chaleur, l'angoisse, c'est un endroit très très angoissant. C'est un des endroits les plus angoissants que j'ai enquêté. Je sais pas, la fatigue, j'étais aux US, le décalage horaire, il y a plein de choses qui auraient pu me provoquer un malaise. Moi, ce qui m'étonne surtout, c'est le blackout, en fait. Comment j'ai pu marcher, je vous dis vraiment sur des centaines de mètres, parce que il a fallu traverser tout un endroit et remonter. J'étais vraiment au moment où je me réveille, où j'ai conscience en tout cas. Pas je me réveille, parce que je pense que je marchais pas les yeux fermés. Le moment où je reprends conscience, je suis à quelques mètres de la porte de sortie. Donc, il y a eu bien plusieurs minutes sans que j'ai conscience de ce qui se passait, et c'est ça qui m'inquiète en fait. Je comprends même pas comment c'est possible.
Après, c'est peut-être un fait très connu dans la médecine, donc s'il y a des personnes qui en savent un petit peu plus, je suis très intéressée, mais voilà. Au final, je me suis jamais plus inquiétée que ça par rapport à ce phénomène. Et ce ghost hunt s'est terminé pour moi, donc véritablement sur ma fin, parce que j'avais fait seulement la moitié du ghost hunt, et du coup, c'est avec une grande joie que j'ai accepté l'année d'après l'invitation de mes amis une nouvelle fois pour revenir à Penhurst. Cette fois-ci, j'ai filmé, et en plus, cet événement était assez important parce que c'est là vraiment où les managers m'ont dit tu viens cette fois et tu restes avec nous tout le week-end. C'est-à-dire que j'ai vraiment passé le week-end entier avec les managers, avec les guests qui étaient donc John Tenney, Chad Lindbergh et surtout Nick Groff, et c'est comme ça en fait qu'on a fait connaissance. Et voilà, et maintenant vous comprenez peut-être de fil en aiguille comment on en est arrivé à ce qu'il devienne mon producteur, puisque tout part plus ou moins de ce week-end. Outre le truc très cool d'avoir passé un week-end tous ensemble, il y a eu donc cet événement. Et là, je vais enfin revenir sur les détails vraiment des ateliers en vous montrant les images. Donc il faut savoir déjà qu'il y avait seulement 2 bâtiments, à savoir que les bâtiments sont immenses et qui sont souvent sur plusieurs étages, donc on peut les exploiter pour plusieurs ateliers. Donc on avait 2 bâtiments, il y avait un bâtiment beaucoup plus dans le fond qui s'appelle Quaker Hall et qui était à la base le bâtiment où étaient enfermées les personnes les plus dangereuses, et on avait le bâtiment de Mayflower qui était aussi un bâtiment où étaient internées des personnes qui étaient malades mentales. J'ai commencé donc par le bâtiment de Quaker Hall. On a commencé par les étages les plus bas avec des personnes qui faisaient partie du staff, donc pas du tout des célébrités, et on a plus ou moins improvisé, c'est-à-dire que les personnes du staff étaient à la base enquêteurs, et on a fait des petites choses, donc il n'y a rien eu d'hyper intéressant, il n'y a pas eu de phénomène, par contre il y avait une atmosphère, il y avait quelque chose qui se passait, et surtout c'est toujours cool en fait de pouvoir pratiquer des choses, et là on a fait des séances de TCI, ça n'a rien donné, mais c'était intéressant. Ensuite là, on est descendu au niveau des souterrains, il y avait John. Et moi en fait, bon, je commence à faire mon petit tour seul, pareil, c'était les souterrains, là c'était hyper angoissant. Et je vois un groupe de femmes qui avaient l'air de savoir ce qu'elles faisaient. Je crois qu'elles s'étaient toutes rencontrées en plus sur l'atelier, elles se connaissaient pas avant. Et je me suis dit, bon, je vais me greffer. Je les ai trouvées hyper cool parce que moi j'étais là avec ma caméra en train de filmer et qu'elles avaient rien demandé, et j'ai surtout pas participé en fait. J'ai vraiment observé, je voulais observer des Américains en enquête. Donc j'ai vraiment filmé ce qu'elles faisaient. Il y avait surtout une dame qui, je pense, enquêtait depuis très longtemps, qui devait avoir une 50aine d'années, et qui savait très bien ce qu'elle faisait. Elle était d'une douceur incroyable, et du coup, en fait, c'est pour ça que je participais pas, parce que j'étais, on va dire, assez fascinée de voir enfin quelqu'un qui n'était pas un enquêteur qui passait à la télé, mais un enquêteur lambda, le voir travailler et le voir faire des choses selon ses convictions. Et bon, il s'est passé des petites choses, mais en fait, le truc, c'est qu'elle avait une petite lampe torche, et qu'il semblait qu'elle avait une communication avec quelqu'un. Elle avait aussi mis un ovilus. Alors, un ovilus, c'est un boîtier que vous avez certainement beaucoup vu dans les émissions de Ghost Adventures, qui va balancer des mots de temps en temps, des mots qui sembleraient être détectés par des fantômes. Et donc, du coup, elle commence à faire ses séances, et en effet, sa lampe semble s'éteindre et s'allumer sur demande, plus ou moins. Et elles se sont toutes persuadées qu'elles avaient une communication avec un petit garçon. L'ovilus sortait des mots de temps en temps. En fait, en vérité, j'ai pas envie de tirer de conclusion. Moi, j'ai pas été ébahie, c'est-à-dire que je me suis pas dit « Waouh, il se passe un truc de fou ». C'était intéressant, mais en fait, c'était tellement persistant, c'est-à-dire que sa lampe a fait ça toute la soirée, où qu'elle aille. Et je me suis dit que c'était un défaut de sa lampe, en fait, et que malheureusement, c'était des sortes de synchronicité. C'est toujours très très dur, quand on a des réactions sur des appareils, de savoir si ça vient de phénomènes naturels, tout simplement, ou si ça vient vraiment de phénomènes paranormaux. On le sait au fur et à mesure, si jamais c'est quelque chose qui se passe sur un temps donné, très court, que c'est très fort, très puissant pendant un court temps, et qu'après ça ne se reproduit pas. Là, en fait, du fait que sa lampe ait eu ce problème-là toute la soirée, je me suis dit que c'était un défaut. Probablement aussi qu'elle ne le savait pas et qu'elle s'était convaincue elle-même qu'il se passait quelque chose, tout simplement. Quoi qu'il en soit, pour moi, le début de soirée n'était pas hyper convaincant. Ça reste, comme je vous dis, toujours intéressant parce qu'on a accès à des lieux exceptionnels et qu'on peut enquêter, mais voilà, il n'y avait pas de résultat encore.
On arrive ensuite au deuxième bâtiment, le bâtiment de Mayflower, où là, on a commencé par une enquête aux étages supérieurs avec Nick. Alors, je crois que l'étage supérieur du bâtiment Mayflower est certainement de tous les endroits de Penhurst le plus angoissant, parce qu'il se passe toujours des trucs de fou, qu'il est bizarrement conçu. En plus, ils insistent beaucoup sur les lourds phénomènes qu'il y a, qui sont assez importants. Et du coup, quand on y est, en fait, c'est très psychologique, mais on a vraiment très peur. Et donc, bon bah là, on avait tous très peur. Il y a eu quelques bruits, mais qui n'ont pas pu être enregistrés par ma caméra, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Mais il y avait une vraie tension. À ce moment-là, je pense qu'on a tous été hyper angoissés. Et on a ensuite redescendu au niveau du rez-de-chaussée, où Nick a décidé de prendre sa géobox. Alors, je souris parce que Nick et sa géobox, c'est quelque chose, en fait. Nick ne peut pas se séparer de sa géobox. Elle l'accompagne absolument partout, dans toutes les enquêtes. Et ça devient un petit peu ennuyant. Mais comme moi c'était la première fois je crois qu'il venait de l'acquérir, que je découvrais cet appareil et que vraiment je le voyais en fonction, je peux vous dire qu'une géobox à fond au sein de Penhurst, c'est horrible. En fait, une géobox c'est simplement une spirit box à laquelle on a rajouté une grosse reverb. Et en fait, ça donne l'impression qu'on entend comme ça une sorte d'autre monde, les voix des morts comme ça, enfin c'est vraiment hyper angoissant et je pense que c'est fait pour, en fait. C'est fait pour apporter cette sensation très désagréable et de peur. Hein. Le simple son, même s'il se passe rien, apporte une peur extrême, quoi. Et pendant cette séance, c'est vrai qu'il semblerait qu'il y ait eu des voix. Je vais vous laisser avec une petite partie. Do you need help? Who is me? Can you tell me your name? What is your name? Beth? Beth? That's what I heard. Yeah. Alright, hi Beth. Can you tell me what my name is? Nick, holy shit. Bon, vous voyez, on entend en effet qu'il y a quelques mots qui sortent. Une fois de plus, c'est très dur de savoir si vraiment c'est des esprits qui ont tenté de communiquer ou si ce sont des mots qui ont simplement été chopés à la radio. Mais voilà, ça restait un moment, je vous dis une fois de plus, intéressant. Et ce qui est vraiment cool avec Nick, en fait, c'est que Nick, il est hyper actif dans ses ateliers, toujours, surtout les Ghoston que j'ai fait avec lui. Il y va à fond, il mène l'enquête, il nous laisse pas seuls, on fait ça tous ensemble. Alors on est beaucoup plus observateur avec lui, c'est-à-dire que il nous montre vraiment ce qu'il sait faire. Il mène l'enquête, il demande pas forcément aux gens de participer, mais j'ai envie de vous dire à ce moment-là, quand vous avez regardé Nick faire des enquêtes à la télé pendant 10 ans, vous en foutez en fait de participer ou pas, vous avez juste envie de le voir bosser en vrai et de voir quelles sont ses techniques et méthodologies. Et en fait, c'est un gars qui enquête vraiment bien et j'apprécie tout ce qu'il fait, il enquête vraiment avec intelligence, donc c'était vraiment un super moment. Et on a terminé au sous-sol, là où j'avais fait mon malaise l'année précédente avec Chad Lindberg. Chad Lindberg, en fait, vous le connaissez, hein, je pense. Vous l'avez vu en tant qu'acteur, c'est ça qui est surprenant, dans Supernatural ou dans Fast and Furious. Il y a certainement d'autres films ou d'autres séries, mais voilà, c'est les plus connus. Et en fait, il y a quelques années, il a décidé vraiment d'infiltrer le milieu du paranormal. Alors moi, je l'ai vraiment vu de mes yeux parce que à l'époque, je parlais avec la sœur d'Aaron Goodwin et que j'ai vraiment vu qu'il commençait à enquêter. Alors je crois que c'était en 2013-2014. Il s'intéressait vraiment au paranormal. Et au fur et à mesure, il a commencé à rencontrer du monde. Et donc, il a fini par bosser avec John et Nick, qui étaient donc leurs producteurs du show. Et maintenant, bah voilà, il participe au Ghost Hunt et c'est assez cool parce qu'en fait, il a aussi de plutôt bonnes méthodologies. On voit qu'il est un peu neuf dans le métier, mais c'est bien, c'est frais, il a des idées, il tente des trucs. Et lui, par contre, il est actif, mais il fait participer aussi. Donc, son atelier est d'autant plus intéressant, c'est-à-dire qu'on enquête tous ensemble. Et je vais vous laisser avec quelques passages et surtout quelques résultats. Hi, Melissa. Hi, Vanessa. Now ask a question in French, anything. Comment vous vous appelez? What did you ask?
Yes, them there, yeah. What did you ask? What's her name? Okay. What did you ask? What's her name? She's like, mm-hmm. You guys hear it? Sounds like a little What did you ask? What's her name? Yeah. Okay. What did you ask? What's her name? She's like agreeing with you, like, yeah, that's what I, yeah, that's what she said. Okay. I am It king. was really quiet right now. I hear I am It says king. something after your the walking. It says. I am something. I think it's saying I am king. Yes. Come closer, come closer. Wow, That I was like the best meeting of the night. Was it? I am It was king. really quiet right now. Bon, vous voyez, c'est quand même hyper intéressant, il s'est passé deux, trois petites choses. Et après tout ça, la soirée s'est terminée, j'étais vraiment contente en fait de cette soirée, parce qu'elle était vraiment bien. J'étais contente de tous ces différents ateliers, des résultats, j'étais contente de ne pas avoir fait de malaise. Et en fait, en allant plusieurs fois à Penhurst, j'ai pu rencontrer le propriétaire de Penhurst, et je lui ai demandé s'il était possible de louer le lieu. Bon, comme c'est son activité principale, il m'a dit qu'il y avait absolument aucun problème, et je me suis dit, bah réserve-le en fait, fais ton enquête privée. Sauf qu'évidemment, vu l'ampleur du lieu, et surtout que je ne me voyais pas seule dans cet endroit, j'ai décidé de demander à des gens en France de venir avec moi. Donc j'ai organisé tout un voyage aux US où on a fait plusieurs lieux, vous allez les retrouver dans d'autres enquêtes. Mais entre autres, au cours de ce séjour, il y avait cette enquête incroyable où nous avions le lieu rien que pour nous. Et ça a été fou. Donc en fait, comme à chaque fois où je suis allée à Penhurst, évidemment, ça a commencé par le fait que nous nous sommes tous perdus pendant très longtemps et que c'était très angoissant une fois de plus. Mais on a fini par trouver notre chemin, on est arrivé sur place. Alors sur place, nous accueillait le gardien de nuit surtout. En fait, c'est un gardien qui vient de temps en temps et qui s'appelle Nick. Et en fait, ce gardien, il n'est pas seulement gardien, c'est-à-dire que quand il y a des gens qui privatisent comme ça, il les accueille, il leur fait visiter, il leur dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et parfois, il enquête un peu avec eux parce qu'il est aussi enquêteur. Ce Nick, avec qui je suis toujours en contact et qui est absolument génial, il est juste, quand on le voit arriver, déjà c'est hyper impressionnant. Dans le contexte de Penhurst, c'est encore plus impressionnant. Et il nous a fait vraiment tout le grand tour, c'est-à-dire que moi, cette fois-là, j'ai découvert des choses que j'avais même pas vues à l'époque. Cette partie hôpital qui est complètement perdue dans la forêt et qu'on ne voit pas quand on est au cœur de Penhurst, il nous a tout fait visiter, il nous a tout montré. Et ce qui était d'autant plus cool, c'est qu'il nous racontait toute l'histoire, tous les détails, tous les faits affreux. Il nous racontait aussi les phénomènes qu'il y avait pu avoir à certains endroits quand on passait. Et il a rajouté des petits moments où il a fait l'enquête avec nous, c'est-à-dire qu'il sortait son dictaphone et qu'il faisait des petites séances comme ça. Alors, je vous montre déjà ce qu'il a pu se passer avec lui parce que il s'est pas rien passé en fait, c'est ça qui était complètement fou. Et cette visite, en fait, elle a pris une tournure où c'était pas simplement une visite, c'était loin d'être un ghost tour, ça commençait à être une enquête. Et nous, ça nous a mis dans l'ambiance directe, la nuit était en train de tomber, qu'on continuait à faire la visite et on n'était pas bien vraiment. Enfin, tout le monde dans le groupe est angoissé. Alors d'ailleurs, je vous préviens, j'ai flouté le visage des personnes, non pas qu'elles ne veulent pas apparaître dans la vidéo, parce qu'à l'époque, elles m'avaient donné leur accord, mais aujourd'hui, leur avis a peut-être changé, j'ai pas eu le temps de toutes les contacter, et je me suis dit que c'était beaucoup plus respectueux, en fait, de flouter leur visage. Donc voilà, moi je respecte complètement ça, donc pour moi ça paraît logique, donc désolé, en effet, vous allez voir une tonne de visages floutés, mais c'est beaucoup plus respectueux pour tout le monde. Okay. 3, 2, 1. Hi, Emily. It's me, Nick. Can you say hello? I have a group of people that came all the way from France. Do you know where Paris, France is?
Do you know what's famous in Paris, France? And can you let everyone know that you're here? Can you say hi, everybody? Say hi, everybody. No. Okay. Awesome. All right, let's go up to the third floor. On va au troisième étage. À la fin, ça dit ta meuf. Enfin, sa question c'était est-ce que quel est le nom du lieu et ça des trucs genre d'opération et voilà. Apparemment, c'est là qu'ils faisaient les expérimentations. Wow. Crazy, right? Mais So down ça in the... sifflait. Vous avez entendu siffler? Listen, there's a whistle. C'est personne, c'est bon. Il y a personne à siffler là? Bah non. 3 times. Ouais. Ah, j'ai entendu, je sais. Oui. Do that again. Donc vous voyez, déjà ça prenait une sorte de tournure, on se dit oh là là mon dieu, mais après on a plusieurs heures complètement seuls, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, en plus il nous racontait des histoires absolument affreuses. Puis il fait partie de ces Américains qui sont enquêteurs et qui sont pro-démons et pro-trucs comme ça, et il y allait de ces petites histoires, et en fait, c'est-à-dire que même si on n'y croit pas forcément, quand on est de nuit au cœur d'un lieu comme ça, et que quelqu'un vous raconte de tels phénomènes qui sur le coup pourraient sembler absurdes, mais qui sont tellement effrayants que honnêtement on se remet pas en question. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je crois que aucun de nous avant ne croyait aux démons. À ce moment-là, on a tous flippé. Et alors du coup, ce qui a été intéressant par rapport à ce que j'avais vécu plusieurs années auparavant, c'est qu'à un moment, vu qu'il nous racontait tout et que c'était absolument génial, on arrive au sous-sol et qui commence à dire « Alors là, il y a un phénomène récurrent dans ce sous-sol, c'est bizarre, personne ne l'explique, mais en fait, il y a beaucoup de femmes qui s'évanouissent et qui ont des sortes de blackout. » Et là, en fait, moi, j'ai un frisson qui m'a complètement traversé le corps, et j'ai réagi du coup. C'est-à-dire que pour la première fois depuis que j'avais vécu ça il y a quelques années, j'ai dit « Mais attends, mais est-ce que tu es en train de me dire ce que ça ?» Et il me confirme, et j'ai dit « Ça m'est arrivé il y a plusieurs années. Exactement ce que t'es en train de dire, je lui raconte, du coup il me dit putain c'est fou, il me dit oui c'est ça, et du coup on sait pas pourquoi. Alors du coup j'en sais pas plus, par contre c'est hyper intéressant de savoir que d'autres personnes ont vécu la même chose, et en plus des femmes. Alors comme je vous dis, j'ai pas de théorie, mais par contre ce qu'on sait d'un point de vue des faits affreux, une fois de plus, c'est que sur une partie de ce souterrain, en fait, il y a une pièce qui avait été conçu pour que le son ne sorte pas. Que malheureusement, il y a un médecin qui abusait des enfants dans cet endroit, et qu'apparemment ce médecin, qui se ferait appeler The King, serait très présent encore aujourd'hui lors des enquêtes, et que il serait assez mauvais. Une fois de plus, je vous dis, j'ai pas de théorie dans le sens où je vois pas pourquoi ça provoquerait des malaises aux femmes, si ce n'est que cet homme apparemment était totalement misogyne, mais je trouve ça trop facile de faire un lien comme ça. Maintenant c'est peut-être très psychologique en effet, parce que c'est vrai que quand on arrive dans cet endroit, c'est la première histoire qu'on vous raconte, et que peut-être que ça a un impact, je sais pas.
Bref, on s'est retrouvés avec mon petit groupe, on était une vingtaine de personnes, on s'est retrouvés à enquêter. Le gardien Nick est parti s'isoler dans sa voiture tout seul et il me disait d'ailleurs que comme c'était son job en fait d'être gardien et que parfois il venait et il y avait personne en fait, il disait que c'était horrible. Vraiment, il le faisait en tant que job parce que je pense qu'il est père de famille, il a besoin d'argent, mais il disait vraiment que c'était le pire job parce qu'il avait peur en permanence et qu'il y avait des bruits et des choses qui se passaient en permanence, que non seulement déjà il y a des gens qui viennent squatter de temps en temps parce qu'évidemment c'est facile, mais qu'en plus des fois oui il y avait vraiment des phénomènes, il se retrouvait seul comme ça et je ne peux qu'imaginer se retrouver seul même dans sa voiture, hein. Lui il dit que du coup pour faire passer le temps il met la musique à fond parce qu'il veut rien entendre, il veut rien voir et il s'isole comme ça, mais c'est vraiment atroce quoi. Bref, on part en enquête tous et on commence à faire notre enquête au niveau du rez-de-chaussée. Et en fait, on a décidé d'organiser notre soirée, c'est-à-dire qu'au début, je pense que la peur a fait qu'on a voulu rester ensemble un petit moment. Et après, on s'est senti pousser des ailes peut-être, on était prêts et on a décidé de faire des groupes plus petits. Et on s'est répartis un petit peu sur tout le bâtiment, on a fait nos enquêtes. Et là, c'était hyper intéressant. Alors, je vais déjà vous montrer un petit condensé de ce que moi j'ai pu filmer. Malheureusement, comme les groupes se sont séparés et que j'étais pas avec tout le monde, je n'ai pas tout vu. Mais déjà, je peux vous montrer ça. Si tu es timide, tu peux aussi faire un bruit dans les pièces d'à côté ou même dans le couloir. C'est toi qui as fait un bruit dans le couloir? Si c'est toi, tu peux recommencer, on viendra pas t'embêter. On reste là. Est-ce que c'est toi qui es dans le couloir? Merci. On t'a bien entendu, on sait que t'es dans le couloir. Donc on va pas venir te déranger, on va rester là. You want to say hi to us? What the fuck was that? Right here. You're pathetic and weak. Can't even turn a little white. Donc vous voyez, c'est super intéressant. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que vers, on va dire, à peu près la fin de notre soirée, il y a une personne qui s'est sentie mal et que moi j'ai décidé en fait de la sortir bien évidemment parce qu'il faut pas forcer les gens et qui ne pouvait plus rester à l'intérieur, qui ne supportait plus l'ambiance, qui avait extrêmement peur. Et j'ai décidé de rester avec elle et de décourter la soirée une fois de plus, mais c'était pas grave. Vraiment, c'était pas grave. Ce qui m'importait vraiment, c'était le bien-être de cette personne. Donc, on est resté à l'extérieur, mais c'était pas plus rassurant en fait, parce que l'extérieur est tout aussi flippant et que on était toutes les deux là assises. Le gardien était dans sa voiture. Et qu'en fait, il s'est pas rien passé. C'est-à-dire que non seulement c'était flippant, alors certes on était au grand air, hein, il n'y avait pas les énergies qui étaient vraiment concentrées dans les bâtiments, mais en fait on a commencé à entendre des bruits, à un moment on a commencé à voir une lampe, donc on s'est dit c'est bon en fait, c'est une lampe vers la forêt en fait, on s'est dit c'est bon il y a un squatter, donc le gardien allait voir, il a jamais trouvé personne, bon après il y avait peut-être véritablement quelqu'un, mais c'était très bizarre, et là sous nos yeux ébahis, à un moment on a vu une ombre passer devant nous comme ça, et on s'est dit enfin, c'était horrible, vraiment. Les autres ont continué à enquêter, et en fait, apparemment, le pire de la soirée s'est passé quand je n'étais pas là, ce qui n'est pas grave, donc au fameux étage où je vous disais, où il se passe des phénomènes hyper dark. Et ce qui est fou, en fait, c'est que, vous savez, les personnes qui sont venues avec moi sont plutôt comme moi, c'est-à-dire qu'elles croient, en effet, que le paranormal peut bien évidemment exister, puisqu'on peut pas tout expliquer, mais elles sont plutôt cartésiennes. Il a commencé à avoir des bruits, ils ont senti qu'il y avait une atmosphère hyper lourde.
Je ne sais plus pourquoi exactement, mais ils ont voulu entrer en conflit avec l'entité qui apparemment essayait de leur faire peur, donner des coups. Et il y a quelqu'un qui s'est énervé en fait. Et c'est là vraiment que ça les a fait flipper et qu'ils se sont dit ouais mais là on contrôle plus rien. Ça s'est mis à taper très fort sur toutes les portes. Donc on parle d'un couloir où il y a des portes de chambre absolument partout. Et en fait, comme si quelqu'un courait en frappant sur les portes, eh bien les bruits sont arrivés du fond jusque eux. Et ça tapait très fort comme ça, vraiment comme un film d'horreur. Et en fait, bon, ils sont partis après ça. Et ils m'ont dit que c'était vraiment la pire chose qu'ils avaient vécue. Et que c'était vraiment aussi la chose la moins inexplicable. C'est pour eux, en fait, il y a rien de naturel qui peut expliquer ce qui s'est passé. Surtout vu le contexte, en fait, de l'enquête. Et je n'ai pas assisté à ça. Je sais pas si je regrette. Mais en tout cas, voilà, cette soirée s'est terminée là-dessus et c'était fou. Donc voilà les 3 enquêtes que j'ai pu faire au cours de ma vie dans cet endroit absolument fabuleux. Je vous conseille vivement, si un jour vous êtes du côté de Philadelphie, d'aller faire un petit tour, si en tout cas vous trouvez une enquête. N'y allez pas comme ça, parce qu'en fait c'est quand même un endroit privé, donc on peut pas débarquer comme on veut. Allez-y vraiment s'il y a un événement, ou si vous-même vous avez envie de le privatiser, si vous avez les moyens, pourquoi pas. Mais c'est vraiment un lieu d'enquête que je recommande, parce que ne serait-ce que par le fait qu'il soit complètement isolé, comme ça, perdu, son côté urbex, tout ça, enfin, à voir, c'est déjà exceptionnel. Mais si en plus vous pouvez y enquêter, je trouve ça génial. Voilà, c'est tout pour cette 3e édition. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la 4e édition. Je vous emmène dans un nouveau lieu incroyable. Je vous fais des bisous, à bientôt.